Voilà, merci de reprendre place assez rapidement. On essaie de garder à peu près le timing et puis vous aurez la possibilité de poursuivre vos discussions tout à l'heure, au moment du déjeuner notamment. On aurait dû recevoir Philippe Pelletier à ce moment-là, le président du plan bâtiment durable, mais comme pour Valérie Fournier, le Covid a encore frappé et on a tout de même le plaisir d'avoir Philippe Pelletier en visio. Est-ce que vous êtes là, Philippe Pelletier ? Mais oui, Olivier. Bon, Salut. comment allez-vous ? Aussi bien que Valérie. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez une mine superbe. On a envie de connaître votre vision prospective en ce qui concerne évidemment les bâtiments, les logements, d'un point de vue climat, puisque c'est la thématique de cette demi-journée. Et puis nous dire éventuellement ce que vous pensez des labels, notamment la RE 2020 dont on a déjà parlé. On vous a accordé 20 minutes, ce qui est beaucoup, mais pas suffisant sans doute pour vous, Philippe Pelletier. Je vous laisse vous exprimer. Eh bien, c'est parfait pour moi. Et on va faire tenir dans ce temps-là. Je salue tous mes amis des ESH et je vais commencer par dire que je vais me placer dans une tonalité un petit peu différente des deux grands témoins que vous avez entendus jusqu'à présent. Le Shift Project vous a présenté des données économiques générales en montrant que de façon inéluctable, le bas carbone devait guider les activités immobilières. Mon ami Fabrice Bonifay s'est mis sur un ton un peu commando pour expliquer que l'urgence climatique, c'était tout de suite et qu'il ne fallait pas perdre un instant. Et moi, je vais plutôt me placer sur le terrain de l'acceptabilité sociale de ce mouvement nécessaire qu'il nous faut conduire ensemble, en me rappelant cet oxymore qu'on m'enseignait, allons doucement, nous sommes pressés. Je vais vous dire trois choses. La première chose, expliquer que on a tous le pied sur la première marche qui est celui de la réglementation environnementale, c'est bien, mais moi je vous invite à regarder au fur et à mesure de sa construction le label post-RE qui va se mettre en place et c'est mieux de l'adopter. La deuxième idée, c'est évidemment que le sujet de la rénovation énergétique de nos logements sociaux, c'est une nécessité, mais leur réglementation environnementale, c'est infiniment mieux. Et la troisième idée, c'est que, bien entendu, l'attention des ESH, elle porte principalement sur le parc qu'elle gère, et donc la rénovation du parc social, c'est bien, mais la rénovation des îlots et des quartiers, des centralités dans lesquelles se trouve le parc social, c'est mieux. Voilà ces trois idées que je vais très rapidement développer et je voudrais le faire sous le signe de la confiance que j'ai de notre aptitude à conduire ces évolutions. Juste un signal, mais qui pour moi est très parlant, à 10 ans d'intervalle, je suis allé dans plein de cercles expliquer la RT 2012. Je le fais aujourd'hui pour expliquer la RE 2020 et le climat est complètement différent. Hier, on me parlait de on ne saura pas faire, on n'y arrivera pas, ça va coûter bonbon, les gens vont habiter dans des thermos, enfin toutes les peurs et tous les fantasmes qui avaient accompagné la dernière réglementation thermique. Aujourd'hui, je sens sur les mêmes auditoires qu'on est dans l'évidence. Oui, la démarche bas carbone, c'est nécessaire, cela tient de l'évidence et on va apprendre ensemble. Et donc ce fil rouge, c'est on va y arriver, soyons confiants. Alors le premier sujet, pourquoi regarder tout de suite le label post-RE ? Eh bien, tout simplement parce que la réglementation environnementale,
elle n'a embarqué qu'une part des sujets environnementaux qui, dans un monde idéal, auraient dû s'y trouver. On a évidemment le poste de l'énergie, inutile de le développer. On a ce nouveau poste de la maîtrise du poids carbone du bâtiment au cours de son cycle de vie, et ça va donner du boulot pour savoir mesurer ce poids carbone du bâtiment dans ses phases construction, exploitation, déconstruction. On a le confort d'été qui avait été assez négligé dans la RT 2012 et qui, au dire des spécialistes, est plutôt bien traité ici. Et puis, on a une amorce de traitement de la qualité de l'air à travers le contrôle un peu plus précis des systèmes de ventilation. Mais pour le reste, pas grand-chose qui touche à l'environnement du bâtiment, pas grand-chose qui s'intéresse à la biodiversité, qui s'intéresse à la gestion durable de l'eau, qui s'intéresse à l'économie circulaire et au réemploi qu'elle va rendre possible, qui surtout se préoccupe pleinement du confort et de la santé des occupants. Et donc, nous avons imaginé qu'un label permettrait très vite de compléter les bases de la réglementation environnementale sans qu'un effort considérable soit nécessaire pour acquérir le label. L'idée est assez simple. À partir d'un certain nombre de paramètres, on en a retenu 7 et je viens d'en évoquer quelques-uns, nous pensons qu'il faut sur chacun d'eux construire une première marche, une petite première marche, pour entrer dans ces thématiques nouvelles qui vont progressivement nous amener à ce que le bâtiment, il aura sa bonne place dans son environnement, il sera relié à son voisinage, il y aura une coopération avec les réseaux environnement et puis il mettra en tête de gondole le bien-être des gens qu'on loge ou pour lesquels on fournit des locaux d'activité. Donc cette idée-là, c'est, à mon avis, elle devrait plaire aux ESH parce qu'elle est déjà mise en œuvre dans un certain nombre de réalisations qu'on a vues et les petits films qui viennent d'être montrés l'établissaient. Il s'agit en somme de dire ouvrons nos yeux, ouvrons le champ des possibles, mais faisons-le de manière modeste par des petites indications dans chacune de ces thématiques nouvelles, élargissons le champ et ainsi nos bâtiments trouveront leur bonne place environnementale. Voilà le premier sujet, donc l'ARE 2020, c'est bien, le label Post-RE, c'est mieux. Vous allez être invité à travers vos organisations à le regarder de près au cours des prochains mois. L'idée est qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine, il soit disponible. Le deuxième sujet, alors il intéresse la rénovation de nos bâtis, c'est cette idée que il est bon, comme d'ailleurs la table ronde précédente a pu l'évoquer, il est bon qu'on ne s'enferme pas dans le thème de la rénovation énergétique de nos bâtiments. Ça a été le thème d'entrée, ça a été celui qu'on a choisi ensemble au lendemain du Grenelle de l'environnement, qu'on a porté, sur lequel les ESH ont été plus exemplaires que le reste du champ résidentiel et sur lequel des rénovations globales se font aujourd'hui. Et moi je dis, il faut aller plus loin en ayant une conception véritablement environnementale de la rénovation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça appelle dans ma tête deux idées. La première, c'est de prendre en compte d'autres paramètres environnementaux que l'énergie.
Et j'en évoque trois. Le carbone, bien que la réglementation ne dise rien à ce sujet en matière de rénovation, c'est le bon moment de s'intéresser aux matériaux biosourcés qu'on va utiliser dans nos rénovations. La biodiversité, c'est le moment de voir si on va végétaliser les toits, les façades, les balcons ou l'environnement des bâtiments, et l'économie circulaire en vue de ce réemploi sur lequel Fabrice Bonifay nous a fort justement alertés. À côté de ces autres paramètres environnementaux, il y a d'autres leviers que le bâtiment lui-même pour conduire les actions de rénovation. C'est le levier de la santé. La qualité de l'air intérieur est un sujet absolument majeur, et il faut que dans les rénovations, on s'y attelle. Et puis, la prise en charge des habitants au cours de leur propre cycle de vie est de plus en plus nécessaire, et il faut que la rénovation le rende possible. Je pense notamment aux services à apporter à une population vieillissante, comme aux soins à domicile qu'il faudra rendre possible. À côté de la santé, les questions de confort mettent en tête le besoin d'adaptation du logement aux nouveaux usages suscités par le vieillissement, nouveaux usages suscités par l'évolution du groupe familial, suscités encore par le fait que le travail à domicile devient pour un certain nombre d'habitants une réalité. Bref, avoir une approche, comme le disait Francis Stéphan tout à l'heure, une approche globale du sujet de la rénovation, en intégrant à la fois l'environnement du bâti et surtout les habitants de ce bâti. Et puis la troisième et dernière idée, c'est si notre mission de bailleurs sociaux, et je dis nous parce que certains d'entre vous le savent, j'ai présidé pendant quelques années 2 ESH successivement, nous devons être conscients que nous avons une mission qui dépasse largement le logement des habitants à qui on loue nos logements, mais que nous avons, à mon sens, alentour, dans le voisinage, un rôle à jouer. Et c'est pour ça que je raisonne dorénavant, moi, en termes de renouveau urbain. C'est bien de raisonner au logement ou à l'immeuble, c'est mieux et infiniment plus nécessaire de raisonner à l'échelle de l'îlot, du quartier ou de la centralité. Nous devons jouer le rôle de locomotive de ces rénovations globales. Nous devons faire contagion autour des espaces dans lesquels nous avons des logements sociaux pour embarquer le territoire, pour embarquer les habitants, pour créer un lien nouveau entre le bâti et les mobilités. Fabrice Bonifay en a justement dit un mot, pour mêler rénovation et construction dans ces centralités-là. Et nous avons 2 exemples qui sont des bons signaux sur la façon dont on peut procéder avec succès, qui sont ces modèles Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Moi, je crois que lorsque on réussit dans le même mouvement à mobiliser tous les acteurs publics et privés, à faire que l'État, pour une fois, accepte de ne pas fonctionner en silo, où chaque ministère court dans son couloir, mais à traiter dans la même temporalité l'habitat, le commerce, les voiries, la culture, les loisirs, etc.
à un moment où l'État accepte de donner la main à la collectivité locale pour qu'elle joue le rôle d'ensemblier, on arrive à réaliser des rénovations infiniment plus efficaces en termes de revitalisation du territoire lorsque l'on s'y prend collectivement. Et il est tout à fait clair que si dans un périmètre donné, des bailleurs sociaux se mettent à rénover et montrent comment ils le font, les patrimoines privés alentours suivront l'exemple et s'engageront dans le mouvement. Donc je veux dire que l'idée de grossir la maille d'intervention, puisque c'est celle-là, est une idée que je crois tout à fait indispensable pour accélérer le pas, pour changer de braquet. Je pense que les ESH ont un rôle moteur tout à fait précieux sur les territoires où elles sont implantées, et je pense que c'est donc notre mission de pousser la roue dans ce sens. Je termine par une dernière observation. Vous avez peut-être observé que la loi climat et résilience de l'été dernier contient un article numéro 301, vous ne le connaissez peut-être pas tous par cœur, mais qui a posé une idée intelligente que le Shift Project d'ailleurs a montré dans son exposé initial. Cette idée, c'est le moment est venu que l'ensemble des forces vives de l'économie française se mobilisent pour déterminer à partir de leur expérience quels sont les progrès bas carbone que nous pouvons collectivement conduire. Et donc la loi a demandé que pour le début de l'année prochaine, nous ayons chacun dans sa spécialité construit des feuilles de route de décarbonation de ce qu'on appelle un peu pompeusement des chaînes de valeur de l'économie. Et j'ai été chargé par le gouvernement comme responsable du plan bâtiment durable avec le CSTB de conduire la feuille de route cycle de vie du bâtiment. Ça veut dire que nous allons avoir pendant les mois qui viennent à réfléchir tous ensemble à partir des professionnels, mais aussi des habitants, des locataires qu'on essaiera de mobiliser. Quelles sont les voies de progrès en termes de carbone que nous pouvons mener à partir de notre activité? Donc on est en plein dans le sujet que je viens d'évoquer. Ces voies de progrès, on les trouvera du côté du neuf, et probablement que le label sera une des expressions de ce progrès. On doit les trouver aussi du côté de la rénovation. Et là, les deux pistes que j'ai abordées, sur la rénovation environnementale, sur la rénovation urbaine, d'autre part, devraient enrichir le propos. Donc je vous dis à bientôt, parce qu'on va avoir l'occasion de travailler ensemble. J'en parlerai à Valérie pour voir comment on peut mobiliser la fédération des ESH, et nous avons là un grand chantier pour les mois à venir qui permettra de vous donner la parole de façon que vous déterminiez les objectifs atteignables en termes de bas carbone que vous allez conduire. Merci beaucoup Philippe Pelletier. On peut applaudir Philippe Pelletier pour cette brillante intervention. Il n'y a pas de questions sur mon fil, juste une remarque de quelqu'un qui se demande s'ils pourront avoir accès à la conférence pour la réécouter, ce qui veut dire que cette conférence plaît et séduit, et merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je n'en vois pas. Moi, j'en ai une qui me brûle les lèvres, Philippe Pelletier. Je voulais rebondir sur ce que vous nous disiez finalement en préambule de votre propos, ce changement d'attitude des acteurs que vous avez noté entre la présentation de la RT 2012 et puis la 2020. Est-ce que vous sentez, c'est une question d'ailleurs qui m'a été
parfaitement honnête, qui m'a été soufflé à la pause par le patron de 3F Résidence. Est-ce que vous sentez qu'il y a également un changement d'attitude chez les locataires, que tout cela est aussi bien reçu? Alors, je ne l'ai pas mesuré puisque les cercles dans lesquels je suis intervenu jusqu'à présent sont des cercles professionnels. Mais le changement de tonalité a été spectaculaire. Alors, je l'explique en partie par le fait que les gens que j'ai en face de moi à fonction identique ont 10 ans de moins que ceux... enfin, ont 10 ans de moins ils ont que 10 ans de ceux moins, que j'avais on a bien compris. il y a 10 ans. Bon, voilà, alors peut-être que cet élément-là est décisif et que l'évolution des générations entraîne une capacité de maîtrise du sujet bas carbone comme si c'était une évidence. En d'autres termes, ce qui hier était présenté comme des obstacles au progrès est aujourd'hui présenté comme une difficulté qu'on saura vaincre. Alors maintenant, du côté des occupants, que ce soit les locataires dans le parc social ou les locataires du parc privé, les enjeux restent, me semble-t-il, des enjeux de pouvoir d'achat, c'est-à-dire la baisse des charges locatives par la rénovation du bâti est un élément sans doute primordial pour le locataire. Est-ce que les questions de biodiversité, d'économie circulaire, de lien entre le bâti et les mobilités sont des questions qui vont émerger vite? Moi, je le pense. Et regardez ce petit film sur les jardins partagés que vous nous avez présenté ce matin, qui montre combien à la fois il y a un besoin de retour à la nature en territoire urbain et à la fois un besoin de convivialité à retrouver par le fait d'exercer ensemble des activités modestes de jardinage. Donc je crois qu'il est facile, au-delà des questions de pouvoir d'achat, d'embarquer les habitants et les occupants de nos immeubles dans ce mouvement. Ben merci beaucoup Philippe Pelletier, ce sera notre mot de la fin. Merci d'avoir participé, même en visio, à cette matinée. Je pense que c'était important qu'on puisse entendre votre voix. On va maintenant faire un état des lieux des engagements des ESH. C'est notre deuxième table ronde. Et je vais demander à Nathalie Cali, Sébastien Tillignac, Aurélie Crespo, Pascal Friquet et Odile Leven de venir me rejoindre à cette tribune. Voilà, et je vais vous les présenter. Attendez, il en manque un. Venez. Je vais vous les présenter brièvement. Nathalie Caliz, vous êtes directrice communication, marketing et engagement responsable d'Erilia, c'est vous. Aurélie Crespo, c'est vous, directrice qualité marketing et communication de Domo France. Pascal Friquet, président de l'Association nationale des directeurs de SH. Je signale déjà que vous faites votre congrès les 7 et 8 avril prochains. Ce sera à Lille, donc vous voyez, je fais votre pub. Et puis Odile Leven, directrice générale adjointe de Maison et Cité. Nathalie Caliz, on commence avec vous, peut-être un retour d'expérience sur la société à mission et à engagement climat d'Erilia. Oui, alors je vais en même temps. Oui, voilà, donc... Alors vous allez poser bonjour. votre... Oui, petit tour de radio, et voilà. Pour bien parler dans le micro. Alors, Erilia est société à mission depuis 2021, le 31 mars. Et nous avons mené toute notre réflexion sur la raison d'être auparavant, pendant près de 18 mois. Aujourd'hui, je vais me polariser vraiment sur le sujet climat, puisque les enjeux de la société à mission sont très larges. Ils touchent des impacts à la fois relatifs au social, au territorial et donc à l'environnemental.
Erilia, c'est 65 000 logements, c'est près de 130 000 personnes logées. Et cette démarche société à mission, elle avait vraiment vocation à passer une transition, 62 ans d'existence, et il était important pour nous d'intégrer des engagements forts, à la fois sur le plan social et environnemental. Alors, sur les enjeux environnementaux, nos objectifs statutaires qui sont la base de la société à mission, c'est-à-dire l'inscription dans nos statuts à la fois de la raison d'être et de nos engagements qui sont très larges puisque nos statuts n'ont pas vocation à être modifiés régulièrement sur ce sujet-là. C'est vraiment une vision à très long terme que nous voulons porter. Nous avons voulu travailler sur nos impacts et croiser ces impacts avec nos parties prenantes que nous avons définies dans ces objectifs statutaires par le futur client, le locataire, l'accédant, les élus, les territoires, tous les partenaires associatifs, les collaborateurs qui font partie intégrante de la réflexion de la société à mission et nos fournisseurs également. À partir de là, on a construit une matrice à double entrée avec les 3 impacts en vertical et nos parties prenantes afin de définir des objectifs opérationnels. L'autre point important de la société à mission, c'est le comité de mission. C'est ce qui nous a demandé le plus de temps à construire. Le comité de mission, chez nous, c'est 8 membres qui regroupe en fait tous les sujets liés à notre activité. Nous avons un chercheur du CIRED qui est spécialisé dans les énergies et dans toutes les politiques publiques de l'énergie. Nous avons un entrepreneur qui travaille justement sur tous les sujets de réemploi pour limiter les productions. Et après, dans la phase 2 qui pour nous démarrera en octobre, nous aurons une vérification de l'organisme tiers indépendant sur ce que nous aurons déjà mis en place dans les 18 premiers mois de vie de notre société à mission. Alors, pour revenir sur les enjeux environnementaux, ça a été le plus difficile de tous les travaux que nous avons menés dans le cadre de la société à mission. Je me suis complètement retrouvée à la fois dans ce qui a été évoqué dans la première table ronde et dans ce que Philippe Pelletier a dit. On a l'habitude de lancer des projets, de faire de l'expérimentation sur des enjeux environnementaux. Mais là, notre comité de mission, composé justement d'experts sur des sujets environnementaux, nous ont vraiment poussé dans nos retranchements en nous posant clairement des questions que j'ai mentionnées ici. Comment on va intégrer les exigences à 2030, mais aussi à 2050, puisque la société à mission, c'est une vision à très long terme. Et puis pour rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, nous avons en tant que bailleur social un rôle très important, c'est celui de l'accompagnement de nos habitants sur toute cette transition, parce qu'elle va aussi changer la façon d'utiliser les logements. Alors vous pouvez peut-être répondre à la question que j'avais posée à Philippe Pelletier, d'ailleurs, finalement, au contact. Vous sentez qu'il y a un changement d'attitude ou est-ce que c'est quand même dur à faire passer? Alors, je pense qu'il y a une vraie sensibilisation de nos habitants à tous ces sujets, mais on est encore dans une phase d'accompagnement, d'explication, à la fois sur l'usage de l'eau, du chauffage, parce que ça a aussi un impact sur leur facture de charge. Mais cette même démarche de sensibilisation, il faut la faire en interne, parce que nos collaborateurs, ça a été dit tout à l'heure, travaillent depuis 15 ans, 30 ans parfois sur de la construction, on va dire, classique. Et il faut aussi, par la formation... Ils connaissent leur métier, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique comment faire, quoi. Voilà, en tout cas, c'est aussi une transition qu'il faut qu'on apporte au sein de l'entreprise.
Voilà. Et donc sur la partie partenaire, je parle des locataires, mais nous avons aussi les élus que nous devons sensibiliser sur ces sujets au travers de la présentation de nos projets innovants. Et nous avons aussi nos fournisseurs parce qu'ils sont justement partie intégrante de ce que l'on va pouvoir proposer dans le futur. Alors chez Erilia, on a on va dire une culture RSE qui a presque 10 ans, mais pour avancer et pour donner du concret, parce que la société à mission, c'est un vaste sujet, on devient société à mission en intégrant des engagements. On ne change pas tout notre fonctionnement du jour au lendemain. Il faut faire évoluer avec nos actionnaires, nos partenaires, nos postures. Et ça va prendre du temps et nous nous sommes fixés donc des objectifs année par année pour faire évoluer cette posture. En tout cas, déjà pour 2024, y compris avec le groupe Habitat en région, puisqu'Erilia fait partie du groupe Habitat en région, nous avons pris des engagements pour faire évoluer cette démarche. Donc, notamment, ne pas attendre les éléments réglementaires pour éradiquer nos logements en étiquette F et G, et aussi donc limiter notre production de logements au-delà du C. On a aussi travaillé donc sur des logements en biosourcés. Et ça, Monsieur Pelletier l'a dit tout à l'heure, ce sont de nouvelles façons de travailler où justement toute notre maîtrise d'ouvrage a besoin de s'impliquer. Et puis sur le réemploi des matériaux, eh bien c'est un sujet que nous lançons maintenant dans nos consultations et qui est très nouveau aussi. Et après, dans l'esprit économique de tous ces changements, on cherche aussi à travers le comité de mission à regarder comment on va arriver à aller aussi loin qu'on le souhaite, compte tenu de la contrainte de la RLS, du coût des matières premières et des matériaux qui évoluent, parce qu'on ne peut pas prendre des engagements sans avoir aussi sécurisé notre approche. Voilà, donc là, par exemple, c'était une opération qui tournait autour de la biodiversité qui a été évoquée tout à l'heure par Monsieur Pelletier, notamment la préservation d'arbres. Nous avons construit autour de ces arbres dans le 15e arrondissement à Marseille. L'autre caractéristique de cette opération quand même, c'est qu'elle est, je vais revenir en arrière, qu'elle a été réalisée en pierre massive de Beaulieu, d'une carrière qui est à moins de 200 km de Marseille et qui nous a permis d'avoir un concept de construction complètement innovant, puisque ce sont des pierres emboîtées qui constituent cette construction. Et enfin, pour revenir encore sur le biosourcé, là, il s'agit d'une très grosse réhabilitation où nous avons une isolation thermique par l'extérieur qui est en fibre de bois et qui a redonné, vous le voyez, vraiment un aspect complètement renouvelé à l'appartement. Et nos réhabilitations sont aussi sur l'intérieur des logements. Voilà. Et pour finir, toujours dans cet esprit de trouver de lancer des projets qui permettent déjà de sensibiliser, nous avons cette année, en 2021, eu une signature avec Voltalis pour 9000 logements tout électriques. Et c'est un système de boîtier qui permet de faire des micro-coupures électriques, ce qui permet à la fois d'alléger le réseau national d'électricité et d'autre part de réduire la facture électrique des locataires par ces micro-coupures qui sont réalisées dans la journée. VRAC est une solution de mise à disposition de produits vraiment à la fois bio et de proximité, que nous avons développé sur des secteurs en QPV.
Et pour revenir aux collaborateurs, nous allons prochainement, enfin dans 2 ans, changer de locaux. Et nous avons aussi travaillé sur une labellisation et sur la mobilité alternative, justement pour que, y compris nos collaborateurs, dans le cadre de la société à mission, soient impliqués et bénéficient aussi de ces avancées. Et en termes de conclusion, je pourrais dire, comme l'a dit M. Pelletier, que nous sommes une grande famille où nous avons beaucoup de capacités à innover. Et il me semble très intéressant d'innover ensemble, de tester ensemble des solutions, justement dans le cadre de ces enjeux. Merci beaucoup, Nathalie Calise d'Erilia. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, et puis je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous présenter mon voisin de droite, alors je vais m'excuser auprès de lui, puis en plus je vais lui donner la parole. Sébastien Tillignac, vous êtes directeur général de Batigère Grand Est. Vous aussi, vous allez nous faire un petit retour d'expérience de ces pratiques sur voilà, la société à mission, les engagements climat, puisque c'est le thème de notre demi-journée, et on va vous passer le Pavlov, ou la zapinette, comme vous voulez, la zapette. Merci. C'est pas grave, j'étais juste à côté, c'est pour ça que j'ai été... Je ne sais pas, j'ai fait un blocage. J'ai été oublié. Que je vais demander à mon psy d'expliquer pourquoi j'ai un problème avec Batigère Grand Est. Peut-être que j'ai épousé une Lorraine, si vous voulez, c'est peut-être là, c'est ça qu'il faut... Ouais, c'est peut-être là que ça se passe, effectivement, il y a peut-être un risque de ce côté-là. Donc effectivement, moi je vais vous parler donc, de Batigère et de sa raison d'être dans le cadre de l'entreprise à mission qui s'est constituée. On retrouve un certain nombre de détails et de choses en commun avec ce qui a été dit à l'instant. D'abord, on a souhaité être leader de l'habitat citoyen dans le cadre de notre politique de marque. Et donc, autour de la création de notre société à mission, on a inscrit ça dans nos statuts. Ça a été validé par le conseil d'administration de notre société anonyme de coordination. Et donc, aujourd'hui, on en est à la phase que je qualifierais d'opérationnelle. Cette phase... on va, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos parties prenantes, vis-à-vis de nos équipes, trouver des déclinaisons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le choix de se faire accompagné par un prestataire qui va donc nous aider dans cette déclinaison opérationnelle de cette société à mission vis-à-vis de nos parties prenantes. Alors, finalement, ça revient à dire qu'on a bien sûr nos contraintes économiques, mais qu'on va aller chercher des objectifs sociétaux, sociaux, environnementaux dans l'ensemble de nos actions. Alors, je vais peut-être donner premier exemple sur l'immobilier. J'aurais pu intervenir peut-être dans la première table ronde. En tout cas, je voulais vous parler de logements Passive House qui ont été réalisés donc, en Lorraine et plus précisément en Moselle et plus précisément à Thionville, où là vraiment on est dans un exemple de ce qu'on peut faire en matière de plus-value sur un territoire. Pourquoi plus-value? Parce que d'abord, on est dans un secteur de rénovation urbaine, secteur en rue, avec un certain nombre, comme c'est le cas dans tous les secteurs en rue, d'opérations réhabilitées, de démolition, de reconstruction. Et là, on est dans vraiment une opération de reconstitution d'offres. Donc, c'est 18 logements qui vont permettre aux gens du quartier et à d'autres aussi de pouvoir venir s'installer ici avec des niveaux de loyer un petit peu supérieurs, hein, puisqu'on va faire une mixité dans le cadre du quartier. Et là, on a été chercher donc quelque chose qui sortait du commun, on va dire, au niveau énergétique, le passif, avec des matériaux biosourcés. On va retrouver de la laine de chanvre, par exemple. On va retrouver, on parlait tout à l'heure, du bois. Vraiment un bâtiment à ossature bois, un petit peu de béton aussi, puisqu'il en faut dans le cadre des fondations. Une isolation renforcée et puis un système de production d'énergie avec des pompes à chaleur. Alors, ce qui est important, c'est la manière dont on livre le produit. Parce qu'effectivement, on apporte un certain nombre de plus-values, mais ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'accompagner les clients.
puisque nos clients, qui étaient évidemment des personnes qui venaient des grands quartiers, qui étaient par exemple dans des systèmes où il y avait du chauffage collectif, aujourd'hui se trouvent dans des logements passifs. Et donc, via un livret vert, on leur apprend, on essaie de gérer eux-mêmes leur chauffage. Exactement. Ouais. On essaie de leur donner vraiment les bonnes bien. pratiques. Bah oui, globalement, ça se passe bien. Il faut faire de la pédagogie, il faut faire du pied d'immeuble, il faut accompagner avec des associations pour justement, quand on sort de 30 ans de chauffage collectif, il y a un tout petit peu de travail à faire sur ce sujet-là. Ce que je voulais évoquer aussi, c'est nos parties prenantes. On parlait des entreprises, on parlait des fournisseurs. On a un gros boulot aussi à faire sur ce volet-là, parce que quand on fait ça, on est ravis, puisque finalement, on va avoir un niveau de consommation énergétique qui est très bas, hein, qui est lié à la production d'énergie, qui est lié à l'isolation renforcée. Malheureusement, on a un certain nombre d'équipements qui peuvent être coûteux parce que mal connus des mainteneurs, et parfois le gain qu'on fait en énergie, on le perd sur l'entretien de l'équipement. Et ça rejoint ce qui a été dit ce matin. Je pense qu'il y a l'importance de la prescription, de façon à ce que ce qui est mis dans nos bâtiments puisse être entretenu par des mainteneurs qui ont l'habitude, qui en font de plus en plus, et donc ce qui sera de nature à faire baisser les coûts. L'autre volet, ce sont nos équipes. C'est pour ça que j'ai mis un point collaborateur. Aujourd'hui, on fait notre bilan carbone. C'est le bilan, et c'est aussi les actions qu'on peut avoir vis-à-vis de nos équipes pour justement limiter nos émissions carbone. Je pense qu'on est dans un créneau très favorable pour ça, puisqu'on est en sortie de crise sanitaire, qu'on a un certain nombre de personnes dans nos équipes qui ont été un petit peu sous cloche, hein, puisque elles ont télétravaillé, elles se sont peu déplacées. Et on peut surfer aujourd'hui là-dessus, on peut leur dire, vous savez que tel ou tel déplacement entre 3 grandes implantations de la société sont peut-être inutiles, et qu'il faut qu'on objective l'utilisation du numérique. Certaines réunions se font bien en numérique, d'autres beaucoup moins. On peut travailler aussi sur les grandes villes intramuros, sur les déplacements doux. Je crois qu'aujourd'hui, nos équipes sont prêtes à ça. Et malheureusement, la situation économique, l'augmentation des coûts des carburants peut aussi les motiver dans ce sens-là. Donc, essayons nous-mêmes en interne de réduire notre empreinte, parce que c'est possible actuellement et parce que le créneau est assez ouvert. Et le dernier volet de ces parties prenantes, c'est les locataires. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, sur le bien vivre dans le bâtiment. Je crois aussi qu'il est important de les aider dans cette démarche-là pour réduire un certain nombre de consommations à la source. J'ai pris 2 exemples. Le premier, c'est le partenariat qu'on a avec Emmaüs pour valoriser les encombrants. Aujourd'hui, malheureusement, comme tous les bailleurs, on a des encombrants qui se retrouvent en pied d'immeuble sans trop savoir les faire, à part appeler la métropole pour essayer de les enlever, etc. Et c'est coûteux. Alors, vous avez vu la petite initiative qui était présentée dans le film, là. C'est pas mal, ça. Oui. Tout ce qui va dans le sens de la valorisation doit être suivi. Et c'est ce qui se fait là, c'est-à-dire que les équipes passent, nos gardiens d'immeubles sont en proximité avec eux. On regarde ce qui est récupérable, on le valorise, et puis après, Emmaüs peut leur donner une seconde vie, les revendre. Et je crois que la boucle est bouclée dans ce cas-là. Et puis, un autre exemple, c'est les économies d'eau. Ce qu'on a fait donc à Romainville sur 176 logements. Donc là, c'est un travail avec la Croix-Rouge Insertion et Veolia. C'est aussi une acculturation de nos clients aux baisses de consommation d'eau, avec des kits économie d'énergie, des livrets également qui leur donnent toutes ces bonnes pratiques. Et j'ai mis un peu le pédigré des économies qui ont été réalisées dans ce cadre-là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Sébastien Tillignac, que vous pouvez effectivement applaudir chaleureusement, de Batigère Grand Est. Alors, il y a des questions qui arrivent. On va les garder quand même pour après le tour de table. Il y a d'ailleurs une question sur Bicorp, et ça tombe très bien, puisque Aurélie Crespo, je vais vous passer la parole, de Domo France. Pourquoi est-ce que vous allez nous expliquer pourquoi vous vous êtes tourné finalement vers Bicorp? Absolument.
Alors c'est intéressant parce que je note qu'il y a plein d'expériences qui sont très complémentaires et des niveaux d'achèvement différents. Peut-être juste pour rappel, Domo France, c'est 40 482 logements dans toute la région Nouvelle-Aquitaine avec 13 implantations régionales, 2 directions également territoriales à Pau et à Agen. 711 collaborateurs, voilà, ce qui redonne aussi le contexte par rapport à mes petits camarades. Je vous propose dans un premier temps peut-être de regarder la vidéo. Je vais vous prendre la petite zapette, s'il vous plaît. Hop, de regarder la vidéo. On a eu l'occasion en effet de réaliser une vidéo avec Climène Cochelin, qui est business développeur de Bicorp France et qui va pouvoir commencer à vous éclairer. Climène, c'est quoi exactement Bicorp? C'est un mouvement, c'est un label, une certification, c'est quoi? C'est tout ça à la fois, c'est un mouvement et une certification. Concrètement, l'entreprise qui est certifiée Bicorp, elle modifie ses statuts pour inscrire cette mission dans le marbre, au cœur de son objet social. Et vous l'avez fait chez Domo. Oui, en effet. En effet, les statuts ont été modifiés en juin 2020. Deuxième pilier, la performance. Donc pour être certifiée, une entreprise doit s'évaluer au moyen d'un questionnaire qui fait faire un 360 degrés sur l'entreprise. Et avec l'idée que ce n'est pas seulement la façon dont l'entreprise opère au quotidien que l'on va évaluer, mais c'est aussi son modèle d'affaires. Et dans cette logique en effet de structuration et d'animation, je note que nous, cette année, dans le plan d'action 2022, donc qui s'inscrit dans notre projet d'entreprise, on a 60% des actions qui sont anglais et qui ont un impact RSE. Ce qui est important de souligner, c'est que Bicorp, ça ne s'arrête surtout pas là, le jour où vous êtes certifié. C'est au contraire un démarrage. Être Bicorp, c'est pas vouloir être les meilleurs du monde, c'est vraiment être vouloir les meilleurs pour le monde. Domo France, premier bailleur social homologué Bicorp, donc. Absolument. Premier bailleur social certifié Bicorp, donc certifié en décembre 2020. Et aujourd'hui, en effet, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous, on a pris le parti d'aller sur un label plutôt qu'en effet une société à mission. Donc vous voyez, comme pour une société à mission, c'est une démarche qui est engageante puisqu'en effet, nous avons modifié les statuts de l'entreprise en intégrant des objectifs sociétaux et environnementaux. Donc c'est un levier pour mettre en marche l'entreprise, engager tout le board et pouvoir donc aligner et avoir un plan d'action. Ce qui est intéressant, c'est que c'est également relativement ambitieux, c'est-à-dire que comme une société à mission, on change nos statuts. En revanche, il y a une sanction. L'intérêt du label, c'est qu'il y a une sanction positive ou négative. Et on le voit bien puisqu'il y a 5% d'entreprises qui cherchent à être certifiées Bicorp qui le sont aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on ne fixe pas notre propre standard et nos propres objectifs. On se plie aux objectifs et aux standards établis par ce référentiel. Donc on est sur un référentiel qui est international, qui comprend tout secteur d'activité. Et il faut voir qu'aujourd'hui, le secteur du bâtiment et de la construction représente uniquement 3% des entreprises labellisées. Ce qui nous a attiré chez Bicorp, c'est définitivement l'ADN entrepreneurial. C'est-à-dire que ce label a été créé en 2006. Il est né de la volonté de 3 amis entrepreneurs qui ont véritablement voulu faire évoluer le capitalisme et repenser la notion de succès. Il n'y a pas de honte à créer de la valeur. Ils ont en effet embrassé cette notion de création de valeur, mais le faire autrement pour avoir un impact plus positif sur le monde des affaires. Et donc pour Domo France, on est sur de la création de valeur au service de notre action sociétale.
Également, et en effet, on a tous les mêmes référentiels. C'est important de se raccrocher à des référentiels. Pardon. On a les 17 objectifs du développement durable. Bicorp, aujourd'hui, et tout son processus d'évaluation est lié également aux ODD. Ça veut dire que, et je vais rentrer un peu dans la cuisine, on fait un diagnostic à partir d'un outil qui s'appelle le BIA. Ce BIA, Business Impact Assessment, il est connecté aux objectifs de développement durable. Ça veut dire que vous pouvez établir votre diagnostic au prisme de ces 17 objectifs de développement durable et voir où vous en êtes sur chacun. On sait que voilà, il y a plein d'entreprises, tous secteurs confondus, qui mettent en avant également ce lien aux 17 objectifs du développement durable. Donc vous l'avez entendu, l'impact, il est définitivement sur le monde et non pas être les meilleurs pour le monde, mais être les meilleurs pour le monde et non pas être les meilleurs au monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est aujourd'hui au niveau monde à plus de 4000 entreprises qui sont certifiées Bicorp dans 77 pays. À l'échelle de la France, on est à 173 entreprises et la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on travaille aussi avec nos petits camarades de Nouvelle-Aquitaine et on essaye d'échanger en termes de pratique et de retour d'expérience. 14 entreprises sont certifiées Bicorp aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Je vous ai parlé du BIA. Cet outil est aussi un outil de diagnostic qui est ultra plébiscité par les entrepreneurs et par les différentes entreprises. Il y a plus de 150 000 diagnostics qui sont initiés au monde et qui n'engagent pas l'entreprise. C'est-à-dire que chaque entreprise peut se diagnostiquer, essayer de juger et voir si en effet il pourrait ou pas prétendre à la certification. La certification aujourd'hui prend, quand on écoute les entreprises, prend entre 1 an et demi et 2 ans. Ils sont un peu victimes de leur succès. Nous, on a mis 1 an et demi en effet à être certifiés, à se poser sur le diagnostic et à pouvoir auditer, parce qu'il y a un audit qui est organisé pour vérifier également les documents et la déclaration. Nos atouts en tant que bailleur et pour Domo France, c'est que donc notre modèle tient vraiment dans le réinvestissement de 100% de notre chiffre d'affaires. On a un impact qui est super fort sur le territoire. Donc là, je vous ai mis pour information les 5 piliers sur lesquels Bicorp juge les entreprises et diagnostique les entreprises. Donc on est dans une relation holistique comme les référentiels RSE. Vous avez en effet la gouvernance, les collaborateurs, les clients. Et il faut savoir que dans notre secteur d'activité, ce qui a primé, c'est véritablement notre lien sur l'environnement. Bon, là, ça fait écho à tout ce qui a été dit aujourd'hui, mais également sur les collectivités, donc vraiment l'approche communauté, les parties prenantes, c'est aussi bien les territoires, les institutionnels, mais également nos fournisseurs. Et donc, en effet, on crée de la richesse en proximité. On est sur une activité non délocalisable. Donc, ça, voilà, ça crée des véritables atouts pour un bailleur social. Donc, je sais que pour l'instant, a priori, Domo France serait le seul bailleur certifié Bicorp. Mais j'ai cru comprendre, entendre que d'autres étaient sur la voie. Donc, voilà, je crois que collectivement... Il y a d'ailleurs une question très directe qui est posée via la tablette à Nathalie Calise. Est-ce que vous aussi vous êtes Bicorp? Si oui ou non, pour quelle raison? Non, on a mené cette démarche société à mission et nous ne sommes pas allés sur une double certification. C'était un choix d'entreprise. Et puis, c'était aussi peut-être en lien avec ce que vous disiez, la capacité de prendre nos propres engagements, de les travailler avec nos parties prenantes sans être forcément dans un modèle de certification. On peut également poser la question à Sébastien Télignac. Non plus, on est exactement sur le même modèle qu'Erilia, sur entreprise à mission, mais on n'a pas été sur Bicorp. Odile Leven, je me tourne vers vous, Maison et Cité. Vous allez nous faire un petit retour sur les travaux de la commission paritaire sur ces questions donc de raison d'être. Vous avez mené un certain nombre d'ateliers avec les organisations syndicales, avec des salariés. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Alors effectivement, donc, je fais partie de la commission paritaire. Donc on a beaucoup parlé ce matin des parties prenantes. Oui. On n'a pas encore parlé des organisations syndicales. Et effectivement, c'est un acteur majeur parce qu'on parle beaucoup de changement de paradigme. Si on veut évoluer, il est absolument indispensable de les embarquer. Donc au niveau de la commission paritaire, en fait, ce que nous avons fait, c'est déjà un éveil sur les enjeux sociaux et sociétaux en fait, de nos boutiques, avec un certain nombre de thématiques, que ce soit des thématiques autour des métiers. On a créé il y a 2 ans un observatoire des métiers et on a été amené à échanger beaucoup avec eux sur l'évolution de tous ces métiers. Parce que si on veut évoluer dans notre construction, dans notre production, ça veut dire qu'en interne, chez les bailleurs sociaux, il y a aussi une vraie révolution qui est en train de se faire. On parlait tout à l'heure des gardiens, effectivement, qui ont peut-être plusieurs cordes à leur acte, mais il n'y a pas que ces métiers-là. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on les a fait participer à la raison d'être des ESH. Et en juin, on a eu une journée totalement dédiée, effectivement, à cette réflexion pour voir un petit peu comment ils voyaient le sujet et de quelle façon ils avaient envie de s'engager. Très honnêtement, ce n'est pas toujours facile. Et ce qui est important, en tout cas pour cette commission paritaire, c'est d'avoir la juste posture. Posture d'écoute, de dialogue et de les challenger, de ne pas avoir peur de les challenger sur un certain nombre de nouveautés, voire même de lancer des idées. Alors, on a fait des tentatives de négociation de différents accords qui, malheureusement, n'ont pas abouti. On parle des CDD de chantier, par exemple, des choses dont on aurait eu bien besoin, effectivement, au vu de ce qu'on a évoqué ce matin sur les nombreux chantiers qui nous intéressent. Mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Donc là, actuellement, on travaille avec eux sur les classifications. Et derrière ce sujet, bien évidemment, c'est l'évolution de nos métiers, mais pas que. C'est également aussi l'évolution des modes de travail. Vous parliez tout à l'heure effectivement d'un nouveau siège social. C'est important dans ce cadre de nouvelles représentations de travail d'évoquer aussi le travail hybride qui fait partie aujourd'hui de nos vies. Et ça a été un des apports du Covid. Donc voilà les travaux et les chantiers en fait, que nous menons avec eux. Vous disiez que ce n'était pas évident, pas toujours évident auprès des organisations syndicales. Pour être plus précis, où est-ce que ça coince? Quels sont les points d'achoppement? En fait, ils ont parfois du mal à faire un pas en avant et à imaginer que le monde change. C'est-à-dire qu'ils sont très ancrés sur leur réalité. Et l'un des rôles de la branche, justement, c'est de faire un pas de côté avec eux et de leur faire changer de cadre. Par exemple, avec un certain nombre d'initiatives et de consultants externes qu'on amène dans cette commission paritaire pour leur présenter des réalités professionnelles différentes. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va parfois en dehors des murs, c'est-à-dire qu'en fait, on va au-delà du logement social pour leur montrer comment fonctionnent finalement d'autres entreprises. Voilà un petit peu la réalité effectivement d'échange avec eux. On y arrive, on a vraiment des super moments, mais c'est important véritablement de les mettre au centre de cette réflexion si on veut avancer. Et c'est la même chose dans nos boutiques. Parce que si on ne les a pas, on ne fait pas grand-chose. Pascal Friquet, ça vous étonne ce que dit Odile Leven, ou alors au contraire, enfin voilà, de votre expérience de président de l'Association nationale des directeurs de SH, c'est quelque chose que vous sentez évidemment? Déjà, merci à Francis de me faire intervenir. Je me suis posé la question d'ailleurs pourquoi il voulait que j'intervienne. Mais c'est gentil. Mais surtout parce qu'aujourd'hui, personnellement et dans le groupe, on est engagé dans de la RSE, mais on n'a pas une raison d'être à proprement parler, formatée et ainsi de suite. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, c'est parce qu'effectivement, l'Association nationale des directeurs regroupe tous les directeurs. C'est un endroit où on partage, on échange. Et ce que dit Odile et ce qu'a dit tous les intervenants correspond à ce que j'entends. En gros, ce que j'entends dans cette association, c'est l'utilité. Et on le voit bien, tout ce qui a été montré, c'est on veut montrer qu'on est utile. Que ce soit par une société à mission, que ce soit par la certification B Corp, c'est cet élément-là. Et c'est parce qu'on est utile qu'on est prospère, et pas l'inverse. C'est le premier point que j'entends dans cette association et de l'ensemble des directeurs. Parce qu'on est utile qu'on est prospère. Voilà, ça c'est un point important. Le deuxième point que j'entends aussi des directeurs, c'est le fait de mobiliser l'ensemble des forces vives, de l'énergie des sociétés, pour justement répondre à cette raison d'être et le chercher à ce que tout le monde dans l'entreprise y gagne.
Ça, c'est le deuxième élément très général que j'entends. Et puis, si j'ai 3 points éventuellement à donner quant à la raison d'être, ou en tous les cas, quand on veut s'engager dedans, le premier point qu'il faut vraiment faire pour un dirigeant, c'est d'essayer d'identifier ce qu'on appelle les inflexions stratégiques. On le voit ce matin. On est toujours devant des injonctions. Les sociétés, au fil de leur activité, au fil de leur temps, vont se trouver confrontées avec des ruptures, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient environnementales ou sociétales. Et la raison d'être doit prendre en compte ces premières inflexions pour justement se projeter et pas faire juste un petit coup et un petit coup d'avance. C'est le premier élément, me semble-t-il, qu'il faut donner à nos dirigeants. Le deuxième point, et on en a parlé, on parle des syndicats, on a vu que les collaborateurs étaient impartis, c'est de parler à l'externe et à l'interne. La raison d'être ne doit pas être simplement tournée vers nous, elle doit vraiment s'adresser à tout le monde. Et dans le récit que l'on fait de la raison d'être, parce que ce n'est pas simplement un slogan, c'est vraiment quelque chose d'écrit, de libéré, il y a quelque chose de cohérent qui dit voilà ce qui va se passer, voilà à quoi nous allons être confrontés, les ruptures qu'il va y avoir en face de nous, et on interpelle effectivement les parties prenantes par rapport à cet élément-là. Et puis le troisième point, peut-être dans le rôle du dirigeant sur la raison d'être, c'est de ce que j'appelle l'expertise et les savoir-faire. Le premier point, c'est d'identifier ce qu'on sait faire et ce qu'on sait bien faire. Le deuxième point, c'est dans la raison d'être, c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire. Et puis il y en a un qui est le dernier point qui est peut-être le plus dur, dans ce que j'ai entendu de ceux qui se sont lancés, c'est qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire. Et c'est certainement le plus difficile quand on redémarre dans une raison d'être. Voilà. Parce que justement, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui considèrent que voilà, ça fait 20, 30 ans qu'ils font leur travail et que on n'a pas à leur apprendre la façon dont ils doivent faire les choses, quoi. Madame Odile Leven, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que finalement apporte la raison d'être quand vous vous posez en position de manager? Alors en tant que manager, si je parle juste de quelques mots de Maisons et Cités, 65 000 logements. Alors nous, on a des logements horizontaux, les petites maisons des mines, sur le bassin minier dans les Hauts-de-France. Les corons. Les corons, voilà. Ah oui. C'est juste, la raison d'être, en fait, c'est juste énorme, parce que ça donne du sens, effectivement, à notre activité. Ça permet d'élaborer un projet stratégique. Ce que nous avons fait il y a déjà 5 ans, ce que nous avons refait à nouveau il y a 1 an. Et ça permet d'embarquer toutes les parties prenantes, mais surtout chez nous, ça a été les 800 collaborateurs. Et donc, c'est aussi d'intégrer effectivement dans nos projets de développement. On parle de l'engagement climat de ce matin. Nous, c'est un chemin qu'on fait depuis 10 ans. Par petits pas, parce qu'on pense en fait que la réussite et la performance se fait par petits pas. Et effectivement, on a ce projet, Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, de rénover ces 20 000 logements chez nous, qui sont classés EFG. On a 10 ans pour le faire, on a déjà fait 2 ans. C'est un coût de 3 milliards d'euros. Derrière nous, c'est énormément d'entreprises qui sont mobilisées. On devient le premier employeur des Hauts-de-France. C'est juste formidable. Mais pour faire ça, vraiment, je rebondis sur ce que tout le monde a dit ce matin, il faut des collaborateurs. Et les collaborateurs, il faut leur expliquer ce que c'est que la raison d'être. Et quand elle se traduit dans leur quotidien par des mots simples, on peut se dire en tant que manager qu'on a gagné, qu'ils ont compris et qu'on peut y aller. Et effectivement, raison d'être, pour moi, égale performance. Aurélie Crespo, c'est un moyen d'emmener les collaborateurs ? Oui, complètement. Je vais complètement dans ce sens-là aussi. C'est un moyen d'emmener les collaborateurs, qu'on soit sur une raison d'être ou sur une certification. Et même d'un point de vue marque employeur, on le voit aujourd'hui, nous, qualitativement. Ça attire le regard. Alors, Bicorp amène un effet de lumière aussi sur notre secteur d'activité. Ça permet d'être un peu plus séduisant vis-à-vis d'une cible qui nous aurait peut-être pas spécialement regardé. Donc, on a des talents qui nous rejoignent. Également, c'est un levier de fidélisation. Et pour les parties prenantes, oui, évidemment. Et je pense que même ça va... l'engagement social, c'est-à-dire quand on considère avant la crise que 90% des 15-35 ans déclaraient chercher du sens et avoir un impact dans leur travail. Donc en 2019, aujourd'hui, c'est essentiel. Et demain, ça va créer de la préférence pour travailler avec telle entreprise ou pour décider de devenir salarié de telle ou telle entreprise. Donc, je pense qu'on ne doit pas passer à côté, oui.
Nathalie Calize. Oui, nous, ce que l'on retire de tout ce travail sur la raison d'être, ça a été les ateliers que nous avons menés, la participation volontaire des collaborateurs à tout ce processus, parce qu'évidemment, cette phrase qui constitue la raison d'être, elle n'a pas été construite par un COMEX ou une direction générale. Elle vient vraiment s'imprégner de tout le vécu de nos collaborateurs, y compris de terrain. Nous avons dans notre raison d'être, une partie de la phrase, c'est « changer la vie ». Et en fait, ce sont les gestionnaires d'immeubles qui ont fait remonter cette partie de la phrase, parce que le fait de donner des clés, ça a été dit ce matin, c'est un élément très structurant de la vie de nos habitants. C'est leur redonner aussi du sens, tout un aspect social aussi à leur vie. Et voilà, donc c'est vraiment des mots qui ont été réfléchis avec les collaborateurs et qui leur donnent aussi du sens et valorisent aussi leur action. Ça veut dire que ça vous rapproche des locataires quelque part ? En tout cas, ça fait ce lien entre ce que vivent nos gestionnaires d'immeubles sur le terrain, qu'on ne vit pas forcément quand on est sur des directions support, et nos locataires et leur vie. Et d'ailleurs, notre raison d'être et la société à mission, toute la démarche a été partagée en conseil de concertation locative pour expliquer pourquoi nous en étions venus à transformer l'entreprise de cette sorte. Sébastien Télignac. Oui, je voulais dire que j'étais complètement d'accord avec ça aussi. Je pense que la marque employeur, la raison d'être aujourd'hui, c'est ce qui va donner du sens à nos métiers. On a beaucoup de métiers très différents dans nos sociétés et on voit bien que les jeunes, effectivement, c'est la première question aujourd'hui qu'ils posent, savoir finalement à quoi sert leur activité. Et je voulais rebondir sur ce que disait Pascal. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'opère. Enfin, on sort d'une crise sanitaire et la crise n'est pas terminée. Et on voit bien aujourd'hui qu'on doit accompagner le mouvement. Et nous, ce qu'on essaie de faire aussi dans le cadre du projet d'entreprise, il y a quand même 1500 collaborateurs aussi accompagnés, on est en train de regarder finalement ce qui est stratégique et ce qui est une réponse à l'actualité, ce qui est essentiel, ce qu'on doit faire au quotidien, ce qui est notre cœur de métier, et ce qui est périphérique. Et ce qui est périphérique, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus le faire, mais ça veut dire qu'on doit peut-être le faire autrement, utiliser de nouveaux outils, je pense spontanément au numérique, à des choses comme ça, qui permettront peut-être de le faire différemment et de manière plus efficace. Pascal Friquet. Non, juste une observation. Depuis 2010, il y a 400 publications qui ont été faites et qui parlent de la raison d'être en entreprise. 400 publications. 400 publications, oui, tout à fait. Ouais. Ça montre bien effectivement que c'est un enjeu important et pas simplement pour les milléniaux. On parle de cette génération, mais ce n'est pas du tout ça. Je pense que l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise ont besoin de trouver un sens dans le travail qu'ils font. Ils ont besoin effectivement, au titre des entreprises... C'est générationnel, ça, vous l'avez remarqué. Complètement. Ouais. Ils ont besoin en fait de retrouver, sur le plan intellectuel et émotionnel, l'entreprise répond à quelque chose. C'est pour ça qu'à mon sens, et on l'a tous bien dit, il faut vraiment exprimer clairement ce qu'est la raison d'être et comment chaque collaborateur, chaque locataire peut se retrouver dans cette raison, dans cette utilité qu'on essaye d'affirmer. C'est vraiment quelque chose d'important. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier, et Francis le confirmera encore plus, une fois qu'on a décliné ou qu'on a réussi à élaborer cette raison d'être, il faut investir dedans. Est-ce que c'est les petites victoires? Et sinon, on s'épuise très rapidement. On a fait quelque chose. Et puis globalement, on se dit, bah ouais, c'est bien, mais il ne s'est rien passé. Donc il faut vraiment investir. Il faut mettre de l'argent dans la raison d'être, dans les actions qui sont pour cette raison d'être. Sinon, ça périclite. Et puis le dernier point, je pense aussi en interne, il y a le rôle des boards ou des dirigeants, des leaders à promouvoir cette raison d'être, ça c'est le premier point, mais il ne faut pas oublier le management intermédiaire qui doit complètement être là-dedans et c'est lui qui pourra nous permettre effectivement de décliner et de ruisseler jusqu'au bout de la chaîne. Odile Leven, comment est-ce qu'on fait pour remettre du charbon dans la machine, si vous me passez l'expression? C'est-à-dire qu'au-delà de la nouveauté, de la raison d'être qui va mobiliser pendant un certain temps les collaborateurs, comment est-ce qu'on fait pour la faire vivre dans la durée? Alors pour la faire vivre dans la durée, on mène des actions. Illustration,
L'année dernière, on a organisé 5 conférences à destination des managers et qui étaient filmées, qui ont été retranscrites à l'ensemble des 800. 3 étaient sur le thème du climat. Dernière chose, on a organisé en fait la fresque du climat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, je vous engage à le faire parce que c'est juste énorme. Et notre objectif, c'est de mobiliser tous les collaborateurs vers le climat. Et on organise d'ailleurs une journée avec les 800 le 17 mai. Et c'est comme ça qu'on les mobilise. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que chaque collaborateur... Le 17 mai, chez Maison et Cité, voilà, on sera tous les 800, tous ensemble autour du climat. Et donc l'objectif, c'est que chaque collaborateur est une pépite. Chaque action individuelle contribue à l'action dans l'entreprise, à titre personnel et à titre individuel. Et ça, c'est notre souhait, en fait, et c'est ce qu'on va faire. Chaque collaborateur est une pépite, tout cela est bien dit. Donc en mai, puis sinon il y a le 7 à 8 avril à Lille. Ça, c'est le congrès de Pascal Friquet. 7 et 8 avril, c'est très important. D'ailleurs, on reviendra sur ce qu'on a dit, puisqu'il y a 2 ateliers, un qui est sur l'innovation servicielle et l'autre sur la stratégie énergétique des ESH, puis des conférenciers, et notamment un conférencier sur Imaginons les territoires de demain. Et bien sûr, l'autre point le plus important de ces journées, c'est la table ronde où participeront les 10 grands patrons de groupe pour nous donner un peu des réponses quant à l'évolution, à ce qu'ils voient sur l'environnement, mais également comment leur groupe s'adapte et quelle est la raison d'être éventuellement de leur groupe. Je ne me suis pas tourné vers la salle pour voir s'il y avait des questions, des interventions, en tout cas des mains qui se lèvent, je n'en vois pas. J'ai une question en tout cas qui est arrivée via le chat. Pour vous, Nathalie Calise, avez-vous des collaborateurs dans votre comité de mission? Si oui, quel métier? Produisez-vous un rapport de mission annuel? Vous voyez, des gens que ça intéresse. Alors oui. Nous avons 2 collaborateurs qui font partie du comité de mission. Alors on a une parité totale sur ce comité de mission en plus. Donc une collaboratrice qui est impliquée depuis très longtemps sur tous les enjeux de développement durable et nous avons voulu puiser justement sur cette pépite pour venir nous aider dans nos réflexions. Et nous avons aussi intégré le représentant syndical de l'entreprise. C'était important pour nous qu'il puisse aussi, au travers de ses missions, refaire descendre cet esprit société à mission. Tout à l'heure, on parlait des syndicats. Donc voilà, ce sont nos 2 collaborateurs. Et oui, nous allons produire notre premier rapport de mission d'ici quelques semaines. Puisque c'est un travail... Et donc, où est-ce qu'on va le trouver, ce rapport de mission? Il sera publié et il sera aussi audité par notre organisme tiers indépendant. Et il sera sur votre site internet? Il sera sur le site et il sera aussi publié. Merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde. Applaudissements chaleureux pour les 5 intervenants qui vont pouvoir maintenant regagner la salle. Et puis, nous arrivons presque au terme de cette matinée. Il nous reste à écouter Francis Stéphan, le président de la commission RSE, qui vient me rejoindre. Écoutez, je vais être très court parce que je crois que le buffet nous attend. Je crois que si vous avez faim, si vous voulez, en général. Nous, on a faim de vos paroles, Francis. J'espère qu'il sera très RSE, mais j'en doute pas, cher Didier. Oui, donc il me revient de clôturer notre matinée qui a porté à la fois sur le climat et la raison d'être. Chacun a bien vu l'articulation possible entre les deux. Cette matinée, on n'en doutait pas, c'est ce qu'on s'était dit avec l'équipe fédérale, elle a été riche de débats, riche d'échanges, de perspectives, parfois plus riche d'interrogations que de réponses, mais c'est quand même le jeu et l'objectif. Donc vous l'aurez tous compris, il n'y a pas de solution clé en main, mais la volonté pour nous, au niveau de la fédération, de mettre en mouvement notre secteur professionnel afin que nous portions des logiques de résilience et de frugalité, c'est important, au service de nos obligations climatiques. La décarbonation va devenir un de nos marqueurs de référence et ça va rentrer dans notre vulgarisation courante. C'est un mot qu'on n'utilisait pas il y a 3 ans. Faut quand même se dire ça.
Et nous devrons très certainement, et dès maintenant, penser l'ensemble de nos activités à travers ce prisme. Et je dis bien l'ensemble de nos activités, je vais y revenir, et pas simplement l'acte de construire, même si ça paraît le sujet le plus naturel. Et ce matin, 80% des débats ont porté autour de ça. C'est vrai que la RE 2020 nous y engage. Mais au-delà de la construction, pensons global. Moi, je vous recommande d'intégrer la dimension Scope 3. C'est essentiel, avec une RSE dynamique, vivante, qui va, allez, disons-le, transcender la totalité du management dans nos entreprises. Je crois que c'est Pascal qui évoquait à l'instant la capacité à mettre en mouvement le management intermédiaire. Nous devons évidemment traiter de la problématique du climat dans l'habitat, mais également dans l'entreprise. L'oublions pas, ça ne peut pas se résumer à l'habitat, sinon on sera en échec. Nos ESH en la matière doivent être exemplaires, mais moi j'aimerais qu'elles soient inspirantes pour d'autres secteurs. Et je crois que beaucoup ici sont capables de porter ça. Il s'agit effectivement d'un choix stratégique que nous devons porter ensemble au service du management. Mais aussi, comment ne pas citer notre raison d'être collective qui a été portée avec beaucoup de force par la présidente Valérie Fournier et l'équipe fédérale, et je voudrais la reciter. Entreprendre ensemble par l'habitat abordable pour une société plus durable, solidaire et humaine. J'adore cette raison d'être. Elle nous ressemble tellement. Entreprendre. Mais il n'y a pas une autre fédération dans notre secteur professionnel qui peut pas se saisir de ça, qui peut se saisir de ça. Je vous fais une confidence, on n'est qu'entre nous. J'ai participé aux travaux de l'Institut RSE et de l'Union HLM pour l'élaboration de la raison d'être. Je ne m'en souviens pas d'ailleurs le résultat, parce que c'est un roman, mais parfois la raison d'être est un roman. Mais ici, vous avez deux mots. On entre dans notre raison d'être par le mot entreprendre, et on termine par le mot humain. Quoi de plus exemplaire de ce que nous sommes? J'aurais pu terminer sur ça, mais c'est vraiment, ça fait du bien. Donc sachons la faire vivre au service de l'utilité sociale et bien sûr au service de nos engagements climatiques. Quelle que soit la forme que prendront nos engagements, raison d'être, société à mission, Bicorp ou autre, le plus important, c'est la mise en mouvement, l'engagement et les réponses que nous serons capables d'apporter au pouvoir public. Nous sommes attendus là-dessus. Il en va de notre responsabilité, mais plus largement de notre crédibilité collective. Aussi, je sais que chacun d'entre vous, dans chaque société, saura mettre en œuvre cette dynamique essentielle pour notre secteur professionnel. Pour terminer, je voudrais remercier nos intervenants, nombreux ce matin, qu'ils aient été en visio ou dans la salle, qui se sont mobilisés et ont passé du temps à nos côtés. Remercier l'équipe fédérale, Didier Poussou, Julien Mestre, je crois, qui est par là, Marie-Céline Durand et j'en oublie certainement, pour la préparation de cette matinée. Et puis, avant de vous souhaiter une bonne fin de journée, je voudrais vous donner une phrase d'auteur qui doit nous interpeller dans un contexte où l'Europe est quand même dans un traumatisme. Je voudrais citer Winston Churchill. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Nous sommes, vous l'avez compris, dans cette question climatique sur un changement essentiel. Je vous souhaite un bon changement et merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous, Francis Stéphan. C'est effectivement la fin de notre demi-journée. Je voudrais associer à vos remerciements, remercier toutes les équipes de Dominique Loustouno pour tout l'aspect technique des choses, parce qu'il y a du boulot pour que tout ça soit en visio, les lumières, les images, le son. Merci à vous et puis merci à vous qui avez participé activement, que ce soit dans cette salle ou en visio. À très bientôt. Bon appétit.